Bonjour à toutes et à tous. Si vous m'écoutez et me voyez en ce moment, c'est que vous avez choisi de voir Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, un film réalisé par Ariane Louis XVI. Et avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous dire quelques mots en introduction. À l'image de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, nous avons eu la chance de voir en France, ces dernières années, d'autres films signés par des réalisatrices québécoises, mettant en scène des personnages féminins parfois complexes, qui réinventaient des genres de films différents, des œuvres plus anciennes, ou qui présentaient des représentations de populations invisibles au cinéma. Je pense par exemple à Jeune Juliette d'Anne Hémon, sorti en 2019, qui s'est joué des codes du teen movie, mais aussi à Antigone de Sophie Deraspe, sorti en 2020, une adaptation moderne de la pièce de Sophocle, à Kwesipan de Myriam Vero en 2021, qui mettait en scène des autochtones canadiens, appelés trop souvent indiens, et à Simple comme Sylvain de Monia Chokri, sorti en 2023, qui réinventait les codes de la comédie romantique. C'est assez parlant à son titre, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant se propose d'emprunter au code du film de vampire, un genre cinématographique établi depuis plus d'un siècle. Mais avant d'apparaître au cinéma dans les années 20, le vampire est d'abord une créature légendaire dont les origines remontent à la fin du XVIIIe siècle. Un vampire, c'est un mort-vivant qui a des canines longues et pointues qui lui permettent de mordre des humains dans le cou afin de pouvoir se nourrir de leur sang. Le vampire est ensuite devenu un personnage littéraire tout au long du XIXe siècle, une tradition qui s'est lentement éteinte avant d'être complètement relancée par Dracula de Bram Stoker, sorti en 1897. Le premier vampire de cinéma est apparu quant à lui en 1922 et s'appelait Nosferatu, présent dans le film du même nom, réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau. Mais personne ne s'y trompa, il s'agissait bien de Dracula, sous un autre nom. Murnau n'ayant pas acheté les droits du roman de Bram Stoker, sa veuve lui intenta un procès qui aboutit en 1925 à une demande pure et simple de destruction des bobines du film, avant que des copies, secrètement préservées en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, ne refassent surface en 1937, après la mort de Florence Stoker. Bien que la justice ait prouvé que Nosferatu était un plagiat, l'adaptation pirate de Murnau a toutefois fait évoluer le genre et doté le vampire d'une caractéristique dont il ne disposait pas dans sa version littéraire, à savoir son aversion à la lumière du soleil, qui peut lui être plus ou moins mortelle selon les films. En 1928, le studio Universal acheta, en bonne et due forme cette fois-ci, les droits d'adaptation de Dracula de Bram Stoker, ce qui donna naissance à une première production réalisé par Todd Browning en 1931, considéré comme le premier film d'horreur de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, le film de vampire est souvent considéré comme un sous-genre du film d'horreur, alors que c'est plus exactement sa forme d'origine. Dracula devint alors l'une des premières franchises cinématographiques, apparaissant dans 7 films du studio Universal jusqu'à la fin des années 40, une franchise ravivée par le studio anglais Hammer, avec 9 films produits entre la fin des années 50 et le milieu des années 70, avec Christopher Lee dans le rôle titre 7 fois. Après les années 60, Dracula, le vampire emblématique, continua à être mis en scène à l'écran, que ce soit dans des adaptations plutôt fidèles au roman, comme la version de Francis Ford Coppola en 1992, ou des adaptations disons plus libres, comme Blacula, le vampire noir en 1972. Puis, le cinéma s'est mis à mettre en scène d'autres vampires que Dracula, et dans le même temps, le genre a connu des évolutions, comme par exemple son hybridation avec le teen movie, un genre de film qui met en scène des adolescentes et adolescents et qui est destiné en premier lieu à ce public. Apparu dans les années 50, le teen movie a connu son véritable âge d'or dans les années 80, et c'est donc assez logiquement que pendant cette explosion du genre, des vampires soient apparus dans des films comme Vampire, vous avez dit vampire en 1985, mais aussi Génération perdue et Aux frontières de l'aube en 1987. À partir du milieu des années 90 jusqu'à la décennie 2010, de nombreuses sagas vampiriques sont apparues au cinéma. À commencer par Entretien avec un vampire en 1994 et La Reine des damnés en 2002, adaptation du premier et troisième tome de la série littéraire Chronique des vampires d'Anne Rice, puis Blade en 1998, un comics adapté en 3 films, mais aussi Underworld, une saga originale débutée en 2003 et qui compte 5 films à ce jour, et bien sûr les 5 volets de Twilight dès 2008, la série de films de vampires pour adolescents la plus populaire. À la même période, dans les années 2000, les vampires envahissaient aussi les écrans de télévision, dès 1997 dans Buffy contre les vampires, puis en 2008 dans True Blood, et en 2009 dans Vampire Diaries. Depuis 10 ans, et la sortie du film Only Lover Left Alive de Jim Jarmusch en 2013, les vampires ont quasiment disparu des écrans, qu'ils soient grands
comme petit. Avant de nous revenir donc aujourd'hui au Québec, dans Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Vous en savez désormais un peu plus sur les vampires au cinéma, et je vous laisse en voir dans Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, un film qui pioche un petit peu dans certaines références que je viens de vous exposer, qui joue avec les codes du genre, tout en mettant en scène un univers original. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.